Bienvenue sur les 17e Écuits Rencontres qui vous sont présentées dans le salon Equita-Lyon. Merci d'être venus aussi nombreux. Sachez que vous êtes en réalité beaucoup plus nombreux puisque nous sommes relayés en direct sur le Facebook de la société Boehringer Ingelheim, qui est notre partenaire principal, ainsi que sur le site de la Fédération française d'équitation. Le sujet cette année, c'est le bien-être sur les chevaux de sport et loisirs. Et pour ce faire, nous allons procéder un peu comme d'habitude en 3 étapes, c'est-à-dire dans un premier temps, on va vous faire un point précis avec une personnalité que je vais vous présenter dans un instant, qui va cadrer un peu ce qu'est le bien-être et quels sont les tenants et les aboutissants pour cette particularité qui préoccupe tout le monde de nos jours, qui est vraiment dans la tête de tous les pratiquants et tous les équitants. Ensuite, nous aurons une table ronde avec d'autres invités que je vais vous présenter également immédiatement, qui répondront à un certain nombre de questions qui leur viendront à l'esprit et qui soumettront au panel des autres invités. Et dans un troisième temps, vous aurez accès à des questions. On vous fera circuler éventuellement des micros pour poser vous-même votre question, ainsi que les internautes au travers d'un relais qui est dans la salle et qui nous fera part de leurs préoccupations. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le panel de toutes ces personnalités. Vous avez d'abord Alice Ruette, qui est ingénieure à l'IFCE et à l'INRAE, qui est ingénieure de recherche et de développement du bien-être des équidés. Nous avons ensuite l'immense plaisir d'accueillir Mathilde Labarre. Mathilde, qui est une cavalière propriétaire, influenceuse, comme on dit. Elle a aussi la particularité depuis peu d'animer sur FR3 le magazine Cavalcade, avec des cas partout. Voilà. Nous avons également Nicolas Touzin, qu'on ne présente plus. Il est médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Versailles, multimédaillé les années précédentes. C'est un cavalier professionnel du concours complet et l'idole des jeunes de la discipline. Le docteur Lang, qui est le responsable technique de la gamme équine chez Boehringer Ingelheim. Et le docteur Richard Cord, qu'on ne sait plus par où le présenter, qui occupe dans ce salon le rôle de coordinateur du bien-être pour le salon Equita. Il était également, à l'occasion des Jeux Olympiques, le responsable, le Horse Welfare Coordinator, excusez-moi, je me trompais de ligne. Puis je vous passe toutes ces casquettes, docteur vétérinaire, créateur de la clinique de Grosbois, directeur de la Ligue de protection du cheval, ex-président de l'Association française des vétérinaires équins, de l'Association mondiale des vétérinaires, enfin bref, il est incontournable. Donc j'ai oublié personne. Sans plus tarder, je vais donner donc la parole à Alice qui va vous faire sa présentation sur le bien-être et les contours du bien-être dans les chevaux de sport et loisirs. Pour 20 minutes. Merci beaucoup Michel, j'espère que vous m'entendez bien. Donc tout d'abord je voudrais remercier Boehringer pour l'invitation à participer à cette table ronde. Merci à vous d'être tous présents aujourd'hui. Alors donc je vais vous faire une petite présentation sur cette thématique du bien-être des équidés et pratiques sportives. Donc moi c'est mon métier en fait de travailler sur cette thématique du bien-être, de savoir comment on la définit, comment on l'évalue concrètement, avec d'autres scientifiques dans le monde entier évidemment. Et en fait pour un titre, ce qu'on s'aperçoit assez vite, c'est que pour un titre assez simple, le sujet est extrêmement complexe. Et il est extrêmement complexe parce qu'il met en jeu des concepts qui sont compliqué, et notamment celui de bien-être animal. Donc je vais passer un tout petit peu de temps à vous présenter certains éléments qui sont importants à garder en fait toujours en tête, parce que le terme de bien-être, on en entend énormément parler aujourd'hui. Ça comprend tout un tas de choses en fait. Et donc moi mon objectif avec cette présentation, c'est de vous délimiter un peu en fait, de quoi on parle quand on parle de bien-être animal de manière générale. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, en fait, il existe une vraie science du bien-être animal. Au même titre qu'il existe des sciences du climat, par exemple, on a un ensemble de scientifiques qui travaillent sur cette thématique du bien-être animal. En plus, c'est une science qui n'est pas forcément récente, parce qu'en fait, elle s'est fortement développée à partir des années 60. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On était après la Seconde Guerre mondiale, et il y a eu une intensification des élevages. Et donc très vite s'est posé la question de comment les animaux vivaient dans ces élevages. Et donc c'est à ce moment-là que la thématique du bien-être animal s'est développée et est devenue un vrai champ scientifique à part entière.
Peut-être que vous connaissez ce concept des 5 libertés, c'est arrivé assez vite dans les 10 années qui ont suivi. Et souvent, on pense que c'est la définition du bien-être. Ça, je vous présenterai en fait quelle est vraiment la définition du bien-être. Donc, les 5 libertés, c'est ne pas souffrir de la faim et de la soif, ne pas avoir peur, ne pas être en détresse, ne pas souffrir de contraintes physiques, de stress thermique, ne pas avoir de blessures, ne pas être malade, etc. Et avoir la possibilité d'exprimer les comportements naturels de l'espèce. Ça, c'est les 5 libertés. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. Et en fait, ça a été la base de toute une réglementation européenne qui s'est développée après ces années-là. Donc en fait, depuis les années 60, c'est une thématique qui, donc tous animaux confondus, hein, et les chevaux en font partie évidemment, mais ça concerne tous les animaux d'élevage et de plus en plus les animaux aussi, enfin les animaux dans les zoos par exemple, mais là je vais parler uniquement des animaux d'élevage dont le cheval. Il y a eu des grandes étapes scientifiques dans cette évolution des travaux scientifiques. Là, je les ai mis à droite du diaporama, ça représente un peu 3 grands points. Donc, il y a eu tout un tas de recherches, et il y a toujours d'ailleurs, hein, ça c'est toujours d'actualité, il y a toujours un grand champ de recherche autour des émotions des animaux, les états émotionnels, comment on les définit, comment on les reconnaît. Donc par exemple, les 2 petites images que je vous ai mises, c'est pour illustrer certains travaux de recherche qui portent sur les expressions faciales des animaux. Est-ce qu'en regardant la tête d'un animal, on peut savoir quelle émotion il ressent? Vous savez que nous, nos émotions se lisent sur notre visage, et donc il y a aussi le même type de recherche pour les animaux. Ça, c'était une étude qui s'est intéressée à la pratique du pansage chez les chevaux. Et en fait, il y a eu vraiment la caractérisation d'expressions faciales très précises et des caractéristiques physiologiques aussi qui se passaient chez les animaux en fonction de s'ils ressentaient une émotion plutôt négative. Donc là, c'était dans le cadre d'un pansage où les expérimentateurs ne faisaient pas forcément attention à l'état du cheval. Ils pensaient le cheval voilà, de manière assez mécanique, sans faire trop attention. Donc on avait ce type d'expression faciale qui ressortait avec les yeux un peu grands ouverts, le blanc de l'œil qui commençait à être un peu visible, les naseaux un peu dilatés, etc. Alors qu'à contrario, dans une situation de pansage plus optimisée, où en fait l'expérimentateur faisait plus attention justement au ressenti, on avait des expressions faciales et des sécrétions physiologiques particulières, et notamment vous connaissez tous cette expression de la lèvre qui s'avance et voire qui essaie de gratter un peu dans le vide. Ça, c'est un marqueur vraiment d'émotion positive chez les chevaux dans cette situation de pansage. Dans les recherches aussi, les grandes lignes de recherche, il y a beaucoup de choses sur comprendre quelles sont les expériences qui génèrent, les expériences de vie, donc par exemple dans le milieu de vie ou dans des pratiques qui vont générer de la souffrance, des états négatifs, et aussi maintenant beaucoup plus essayer de comprendre dans quelles situations les animaux expérimentent des états positifs. Et avec cette idée que dans la vie d'un animal, il va avoir des situations où il va être des situations négatives, où il peut ressentir du stress, de la peur, etc. Et des situations positives, où il va ressentir du plaisir, du calme, etc. On arrive aussi l'idée d'une balance entre ces expériences. Et par exemple, la question, est-ce que pour contrebalancer une émotion négative, qui est naturelle et en fait qui permet à tous les organismes, à vous aussi en tant qu'être humain, les expériences négatives nous aident à nous adapter, etc. Donc on en a besoin. Par contre, est-ce qu'on arrive à les compenser avec des expériences positives? Et si oui, est-ce qu'une expérience négative peut être compensée par une seule expérience positive? Ou alors est-ce qu'il en faut plus? Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on essaie de comprendre aussi pour les animaux et de voir comment ces expériences s'accumulent au cours du temps pour donner un état de bien-être un peu global. Voilà. Ça, c'est les grandes lignes de travaux scientifiques qu'on a actuellement. Et au cours de toute cette évolution, depuis les années 60, en fait, il y a eu plein de définitions du bien-être animal qui ont été proposées par les scientifiques. Aujourd'hui, on en a une qui fait consensus parce qu'elle regroupe la plupart des éléments qui ont été avancés par les scientifiques au cours du temps. C'est celle que vous voyez à l'écran, donc qui a été proposée par l'ANSES en 2018. Et en fait, cette définition, elle dit que quand on parle de bien-être d'un animal, quel qu'il soit, on parle de son état mental et physique, donc positif, puisqu'on parle de bien-être, et que cet état global, mental et physique, il est lié au fait que les animaux peuvent satisfaire leurs besoins, donc ils ont tout un tas de besoins différents, des besoins physiologiques, par exemple manger, des besoins comportementaux, par exemple exprimer des comportements sociaux lorsqu'on parle d'une espèce sociale, ainsi que satisfaire leurs attentes. Alors ça, c'est un terme tout de suite un tout petit peu plus compliqué, mais en tout cas, les animaux ont des attentes par rapport à leur environnement, par rapport aux relations qu'ils peuvent avoir avec l'humain, par exemple, dans le cadre du cheval.
et que c'est un état qui va varier en fonction de la perception de la situation par chaque animal. Et ça, c'est presque l'élément clé de la définition, parce qu'en fait, quand on parle de bien-être animal, on se positionne au niveau de l'individu et de son ressenti, en fait. Si aujourd'hui, on est tous dans la même situation, on est tous dans la même salle, dans le même salon, on est tous soumis aux mêmes températures, etc. Néanmoins, je pense qu'entre vous et moi, on n'est pas dans le même état de bien-être, parce que moi, je suis devant vous, je suis un peu stressée, je vous présente des éléments, j'ai des partenaires prestigieux à côté de moi. Je pense que mon état de bien-être est un petit peu différent de vous, qui êtes assis dans la salle et qui pouvez écouter sans être trop en avant. Donc c'est vraiment, en fait, quand on parle de bien-être, on se positionne à l'échelle de chaque personne, chaque cheval dans une écurie. Et il y a aussi le fait qu'une bonne santé, un bon niveau de performance n'équivaut pas à un bon état de bien-être. Bien sûr que la performance sera favorisée par un bon état de bien-être, évidemment, mais il y a aussi l'idée qu'il faut s'intéresser à l'état émotionnel et à la perception de chaque animal qu'il a de sa vie, enfin à la perception que l'animal a de sa vie. En fait, tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup de recherches sur ce sujet aujourd'hui et que les scientifiques définissent toujours ce que l'on entend par bien-être animal. C'est possible que si on se retrouve ici dans 10 ans, j'ai une définition un petit peu différente à vous présenter, peut-être parce qu'elle se sera enrichie de nouvelles connaissances. Et voilà, c'est vraiment un champ de recherche qui est en pleine évolution. Donc tout ça, c'était des éléments assez théoriques. Très vite, la démarche des scientifiques a aussi été de savoir comment concrètement, quand on va dans un élevage, quand on va dans une écurie, on peut avoir une idée du bien-être des animaux dans cette écurie, dans cette structure. Alors, il y a aussi eu plusieurs démarches. Celle-ci, c'est une démarche qui a été faite à l'échelle européenne et qui fait aussi encore consensus aujourd'hui. Ça a été de rescinder ce sujet en 4 grands principes. Et en fait, considérer que quand on parle quand on veut aborder la question du bien-être, eh bien, on va s'intéresser à si les animaux ont une alimentation adaptée, s'ils ont des conditions d'hébergement appropriées, une bonne santé physique, et puis la possibilité d'exprimer les comportements de leur espèce. Ça, c'est vrai pour tous les animaux, c'est vraiment la structure qui a été définie pour tous les animaux. Et ces grands principes sont ensuite déclinés en critères un peu plus précis. Donc par exemple l'alimentation, on va regarder si l'alimentation et l'abreuvement sont adaptés. Si on prend la possibilité d'exprimer les comportements de l'espèce, dedans on va retrouver, pour une espèce sociale comme les chevaux, est-ce qu'ils ont la possibilité d'exprimer ces comportements sociaux, la qualité de la relation avec l'humain aussi qui va être compris là-dedans. Et puis je vous parlais des états émotionnels, des émotions. Est-ce que les animaux ont des émotions positives et est-ce qu'ils peuvent exprimer les comportements classiques de leur espèce en fait. Alors un petit aparté, donc ça ce sont des grands principes avec des critères en fait. Pour chaque espèce animale, ensuite, ces critères vont faire l'objet d'indicateurs très précis qui permettent justement de les évaluer. Et donc, on a, à l'IFCE, on propose un protocole d'évaluation qui est basé sur cette structure et qui guide ensuite les personnes pour évaluer le bien-être des chevaux d'une écurie avec des indicateurs très précis. C'est le protocole cheval bien-être. Donc, je vous ai mis, il existe aussi sous forme d'application mobile. Si vous voulez aller voir ce que ça comprend comme type d'indicateur, comment on les mesure, etc. N'hésitez pas, c'est totalement libre. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on s'intéresse au sujet du bien-être d'un cheval, il va falloir prendre en compte un ensemble d'indicateurs. Alors, je n'ai pas le temps de tous vous les présenter, mais j'en ai choisi 2 pour vous donner un peu une idée. Et j'en ai choisi 2 qui sont peut-être un peu pas très connus, donc c'est pour ça que je les ai choisis aujourd'hui. Par exemple, dans ce protocole, dans cette façon d'évaluer le bien-être, on va s'intéresser aux douleurs, à repérer des douleurs. Et il y a beaucoup de recherches chez tous les animaux sur les expressions faciales. On a parlé par rapport aux émotions, mais là, on a aussi ce même type de démarche pour évaluer la douleur. Est-ce que dans les expressions faciales des animaux, on arrive à à observer des indicateurs de douleur lorsqu'il y en a ? Donc ici, c'est par exemple une équipe qui travaille sur les chevaux et donc sur la douleur aiguë. Et vous voyez qu'ils ont vraiment caractérisé une expression faciale de douleur entre un cheval qui n'en ressent pas et une espèce de gradation vers une douleur aiguë, une douleur qui est supposée être vraiment forte. Donc les caractéristiques, c'est alors les oreilles, elles peuvent être un peu différentes, mais soit elles sont vraiment figées, soit au contraire elles vont être extrêmement mobiles avec des positions asymétriques très fréquentes. Cette forme d'œil en triangle aussi qui est très caractéristique, ce qui fait souvent apparaître le blanc de l'œil en fait.
un regard intense, alors des naseaux très dilatés qui prennent une forme ronde, alors que quand ils sont non dilatés, ils ont plutôt une forme de goutte. Le menton contracté aussi, qui va faire une espèce de boule. Et puis une tension des muscles masticateurs qui est de plus en plus visible. Un autre indicateur aussi qui s'intéresse aux expressions faciales, c'est par rapport à une posture particulière qui s'appelle la posture de retrait. Elle a été appelée comme ça. En fait, c'est une posture qui pourrait être le signe d'un état qui s'apparente à la dépression chez les animaux, parce qu'il y a beaucoup... En fait, chez ces animaux, on retrouve tout un tas de paramètres physiologiques et puis de réactions à l'environnement qui ressemblent beaucoup à certains états dépressifs chez l'être humain. C'est pour ça que ça a été caractérisé comme ça. Et dans la posture des animaux, vous voyez, donc c'est la photo en haut, où à première vue, on a l'impression que le cheval est en repos. Et en fait, quand on regarde d'un peu plus près, ce qu'on voit, c'est qu'il a déjà l'encolure très très plate. Alors, j'ai fait exprès de mettre exactement le même cheval dans une posture de retrait et dans une posture de repos. Vous pouvez faire le jeu des 7 différences pour trouver qu'est-ce qui change. Les grosses choses qui changent, donc ça va être l'œil qui va rester très ouvert dans la posture de retrait. En fait, les animaux ont les yeux ouverts, les paupières ne clignent pas, ils sont face souvent à une paroi, à un mur ou quelque chose comme ça, et puis ils restent les yeux ouverts. Voilà, les muscles masticateurs aussi un peu plus marqués. Et puis là, alors là, on voit très très bien parce que ce cheval, il a l'intérieur de la lèvre qui est rose. Donc là, on voit qu'en repos, sa lèvre inférieure, elle pend. Elle est vraiment très très détendue, alors que quand il est en posture de retrait, on ne voit pas ça parce qu'il a toute une contraction en fait, des muscles autour de la bouche. Voilà, ça c'est 2 exemples d'indicateurs, mais en fait, il y en a aussi plein d'autres. Et avant de passer vraiment, parce que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les pratiques équestres, il y a aussi une petite distinction à faire qui est très importante, parce que vous avez peut-être aussi déjà beaucoup entendu ce terme, le terme de bientraitance. En fait, il y a une vraie différence entre bien-être et bientraitance. Les deux sont liés, mais c'est 2 concepts qui sont différents. En fait, quand on parle de bientraitance, c'est l'ensemble des actions qui vont être mises en place pour favoriser le bien-être. Ici, j'en ai mis 3, par exemple. Offrir du fourrage en grande quantité, c'est une action. C'est nous qui allons mettre ça en place pour que les chevaux puissent manger en continu, satisfaire leurs besoins de mastiquer, etc. Mettre les chevaux en groupe sur des espaces où ils peuvent se déplacer librement, ça c'est de la bientraitance. C'est nous qui apportons ça pour favoriser l'expression de comportements naturels. Offrir un espace confortable de repos au box, par exemple, ça peut être aussi de la bientraitance. Quand on parle de bien-être, donc on parle vraiment, par exemple, si on prend cette photo, ce cheval alezan qui nous regarde, à lui, c'est quoi son état de bien-être? Et bien du coup, ça, on va l'évaluer avec des indicateurs, par exemple les 2 que je vous ai présentés juste avant. Mais il y en a encore plein d'autres. Okay, ça, c'est vraiment hyper important de faire la distinction. Et comme en plus, ce sont des termes qu'on entend beaucoup, au moins, ça vous permet de bien faire la différence, en fait. À quel moment on parle de bien-être, à quel moment on parle de bientraitance. Alors justement, donc on voit que le concept de bien-être, c'est très très large. Donc maintenant, si on réfléchit à comment faire les liens avec la pratique de l'équitation et la pratique sportive notamment. Déjà, ce qu'on voit dans la littérature, et ça, je pense que n'importe quel cavalier pourra aller dans ce sens-là, c'est que, bien sûr, bien-être et bientraitance vont influencer les pratiques équestres, quelles qu'elles soient. Ici, je vous ai mis 2 exemples. Alors, il y a beaucoup d'études, justement, sur la bientraitance dans le milieu de vie. Donc, par exemple, laisser des moments de liberté aux chevaux, des possibilités d'avoir une vie sociale, etc. Ça, il y a plein d'études maintenant qui montrent que quand ces chevaux sont ensuite utilisés dans des pratiques équestres, ils vont avoir des meilleures capacités d'apprentissage, une meilleure volonté de répondre, une meilleure envie de réponse, une réduction des comportements qui reflètent des états internes négatifs pendant l'équitation, par exemple des comportements de conflit avec le cavalier, et une réduction de l'émotivité globale aussi. Donc il y a vraiment un lien bientraitance et en fait la bientraitance a des impacts sur les pratiques équestres. Nous on a aussi mené une étude plus spécifique sur le lien entre mal-être plutôt et pratique équestre. Et donc je vous ai mis deux résultats qu'on avait obtenus, c'est que on s'est par exemple intéressé aux chevaux qui montrent beaucoup d'agressivité envers les humains dans leur milieu de vie. Donc à l'approche, qui vont essayer déjà qui vont coucher les oreilles, etc. Et puis qui vont essayer de mordre ou d'attaquer, etc. En fait, quand on voit ces chevaux monter ensuite, donc ils ont tous été montés par un même cavalier sur une même reprise, on voit qu'ils expriment aussi beaucoup de comportements de conflit pendant l'équitation avec le cavalier, ce qui montre un état négatif en fait de ces chevaux pendant l'équitation. Et en plus, c'était très intéressant,
on a pu mesurer leur locomotion en utilisant des différents capteurs. Et ce qu'on a vu, c'est qu'au galop, ils avaient une locomotion très très particulière par rapport à des chevaux qui ne sont pas agressifs. Et cette locomotion, en fait, elle était caractérisée par une très forte frappe au sol. Je vais dire ça comme ça, c'est pas le terme biomécanique, mais une vraie frappe au sol beaucoup plus importante, ce qui faisait que le cavalier recevait en fait des chocs plus importants dans sa colonne vertébrale et ça modifiait complètement sa position. Vous voyez la photo en haut. Donc c'est vraiment c'est le dos et l'arrière de la tête du cavalier. Et lorsqu'il montait un cheval agressif, c'est la silhouette jaune. Les deux silhouettes sont dessinées aux mêmes phases du galop exactement. Et en fait, la silhouette jaune, on voit que le cavalier recevait beaucoup plus d'impact en fait dans son dos. Et ça, c'est intéressant parce que chez l'humain, par exemple, si je marche d'une façon joyeuse, si je marche, vous allez pouvoir voir dans quelle émotion je suis. Si je suis joyeuse, je vais marcher un peu en sautillant comme ça. Si je suis triste, je vais marcher avec les épaules qui tombent, etc. Et en fait, on retrouve aussi ces espèces de patterns chez les animaux. Et ça, c'est un sujet qu'on essaie de développer parce qu'en fait, en regardant un cheval marcher, on peut savoir dans quel état émotionnel, voire dans quel état de bien-être il se trouve. La posture de retrait, là, dont je vous ai parlé juste avant, on a aussi vu que c'était des chevaux qui étaient qui manquaient de réactivité par rapport aux aides du cavalier, par rapport à des chevaux qui ne montrent pas cette posture de retrait dans leur environnement. Alors, il y a donc tout un champ de recherche aussi autour de l'équitation, autour des pratiques équestres. On les appelle les sciences de l'équitation. Alors, l'idée, c'est pas du tout que l'équitation devienne une science. Et ça, je pense que les cavaliers de la salle ne diront pas le contraire. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'étudier tout un tas de paramètres avec des disciplines scientifiques. Et donc, ça comprend encore tout un tas de disciplines scientifiques différentes, comme l'éthologie qui étudie le comportement des animaux, la biomécanique, les sciences vétérinaires, évidemment. Voilà, il y a tout un tas de sciences qui étudient les pratiques équestres. Et les objectifs, en fait, on peut les résumer sous ces deux lignes que vous voyez. C'est toujours essayer de mieux comprendre le ressenti des animaux dans les pratiques équestres, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et puis le ressenti, bien sûr, physique, mais également mental. En fait, le défi, il est aussi vraiment là, sur le côté mental. Et puis, identifier les pratiques qui sont bonnes pour pouvoir les préserver, mais aussi les pratiques à risque. Donc là, c'est pareil, je pourrais vous parler des jours et des jours de tous les sujets qui sont étudiés. J'en ai choisi quelques-uns sur la base de la quantité d'articles produits sur ces sujets-là, mais j'aurais pu aborder d'autres sujets. Donc, un exemple sur l'évaluation du ressenti des chevaux pendant l'équitation, pendant les pratiques équestres. Il y a aussi beaucoup de travaux autour des douleurs. Comment on sait qu'un cheval monté ressent ou pas de la douleur? Alors, il y a encore en fait une équipe, c'est une équipe anglaise, majoritairement de vétérinaires, qui travaille sur ça. Ils ont publié un grand nombre d'articles sur ce sujet-là. Mais en fait, eux, leur idée, c'était de développer un répertoire comportemental qui permet à tout cavalier d'évaluer si un cheval monté ressent des douleurs musculo-squelettiques, donc c'est des douleurs lorsque le cheval se déplace. C'est en discussion dans la communauté scientifique, il y a des critiques, mais ça c'est la base de la recherche. Mais aujourd'hui, on commence à arriver quand même à un outil assez pratique, et donc en fait, leur travail, ça a été de répertorier l'ensemble des comportements, des expressions faciales que l'on observe chez des chevaux qui ont ces douleurs et des chevaux sains, et de voir en fait lesquels étaient pertinents à garder pour pouvoir avoir ce répertoire comportemental qui permet ensuite à toute personne de voir si les comportements sont présents et de conclure s'il y a une douleur ou pas. En fait, tout autour du schéma, là, vous avez 24 comportements ou expressions faciales. Donc ces comportements, ces expressions faciales, elles se situent bien sûr au niveau de la face, donc au niveau des oreilles, des yeux, de la bouche et des naseaux, au niveau de tous les mouvements de l'avant-main aussi, par exemple, au niveau des mouvements de la queue, et après il y a beaucoup de choses autour de la locomotion des chevaux. Et en fait, ce qu'ont trouvé ces chercheurs, c'est que lorsqu'il y avait au moins, alors eux, le seuil qu'ils ont établi, c'est 8 de ces 24 indicateurs, il fallait suspecter sérieusement la présence de douleurs musculo-squelettiques chez le cheval monté. Alors ça ne veut pas dire que s'il y en a moins, il n'y a pas de problème, c'est juste moins probable statistiquement parlant.
Mais voilà, eux, leur seuil, ça a été de dire, attention, au-delà de 8, en fait 8 ou plus, il y a potentiellement une douleur, il faut aller investiguer un peu plus précisément. Ils sont allés assez loin, en fait, ils ont cherché s'il y avait des liens avec la performance, notamment des chevaux. C'était assez intéressant, ils ont fait ça sur des chevaux de dressage de Grand Prix et puis des chevaux de complet de très haut niveau. Et en fait, ce qu'ils ont pu voir, c'est que chez les chevaux de dressage, alors il y a eu 64 chevaux observés pendant 2 Grands Prix. On pouvait séparer les 64 chevaux en 2 groupes. Il y avait un groupe qui avait moins de 5 indicateurs, en fait, donc c'est peut-être pas des douleurs, c'est peut-être autre chose, un inconfort passager ou quelque chose comme ça. Mais il y avait la moitié des chevaux qui étaient au-delà de 5, et aussi que plus les chevaux montraient d'indicateurs sur les 24, plus le score final attribué par les juges était faible, donc en fait que le niveau de performance était moins bon. Pour les chevaux de complet, c'est un peu la même relation qui a été observée, parce qu'en fait, les chevaux qui ont abandonné au cross dans ces 2 très grosses épreuves, c'était des chevaux qui montraient au moins 7 des 24 indicateurs pendant la détente du dressage. Et de nouveau, plus les indicateurs sont nombreux, plus les pénalités, les scores au dressage au dressage augmentent. Donc de nouveau, un lien entre indicateur d'inconfort et puis performance sportive. Un autre exemple, c'est celui de la fatigue, par exemple. Il y a des équipes qui cherchent à savoir quels sont les indicateurs vraiment d'une fatigue physique chez les chevaux. Donc ce qui a été montré, c'est qu'en fait, en état de fatigue important, les chevaux avaient une attitude d'un peu de repli sur eux-mêmes. En fait, ils regardaient plus l'environnement, ils réagissaient plus s'il y a des insectes qui se posent sur leur peau, par exemple. Les oreilles sont moins en avant, elles sont plutôt sur le côté, voire en arrière. Les yeux se ferment de plus en plus, le menton se contracte. Et puis, alors c'est intéressant, ils se mettent en repos, en attitude de repos debout, et puis ils vont avoir des changements d'appui des postérieurs très fréquents. Donc ça, c'est pareil, c'est des observables à garder en tête, parce qu'en fait, ça peut vous permettre de dire, tiens, après cette séance-là, je trouve que ce cheval a l'air fatigué. Donc, est-ce que vous retrouvez ces indicateurs ou pas? C'est toujours des choses à garder un peu en tête pour adapter vos pratiques. Alors donc ça, il y a tout un pan de recherche justement sur le ressenti, et il y a tout un pan de recherche sur trouver des pratiques qui sont, caractériser des pratiques qui sont bonnes et identifier des facteurs de risque dans les pratiques. Un sujet qui est très très étudié, et en plus depuis très longtemps, c'est l'attitude du bout du devant, de l'encolure et de la tête des chevaux montés. Donc si vous êtes cavalier, vous savez que c'est un sujet à part entière dans l'équitation. Et il y a eu énormément d'études sur cette question-là depuis 1999, la première, et en fait on en trouve même encore avant. En fait, l'idée de ces études, c'est de caractériser le plus objectivement possible ce qui se passe chez un cheval lorsqu'il est dans différentes attitudes tête encolure. Récemment, on a une méta-analyse qui a été publiée. Alors ça, c'est un niveau de preuve scientifique encore plus haut, parce qu'une méta-analyse, le principe, c'est de reprendre tout ce qui a été publié, de tout remixer ensemble, de tout réanalyser ensemble, et puis de vraiment ressortir des conclusions qui sont vraies dans tout un tas de populations de chevaux, tout un tas de pays différents, tout un tas de disciplines différentes, etc. Il y a même eu sur ce sujet une prise de position d'un collectif de scientifiques, ce qui arrive très rarement dans nos disciplines. Donc c'est vraiment un sujet qui a été très très étudié. Et en fait, vous voyez, avant 2000, en fait, les premières, elles ont vraiment commencé en 2006. On en trouve quelques-unes avant, mais il y en a eu quelques-unes en 2006. Et en fait, dans les 10 années qui ont suivi, on est passé de 4 à 26 études. C'est vraiment beaucoup pour notre champ de recherche. Alors, l'idée de tous ces travaux, c'est d'essayer d'objectiver sans parti pris tous les effets en fait, de différentes positions de la tête et de l'encolure sur, à très court terme, le comportement, la physiologie du stress, sur la physiologie respiratoire des animaux, sur la physiologie musculaire et la charge de travail, la biomécanique évidemment, l'anatomie, la vision. Alors pourquoi la vision? Parce que vous le savez peut-être, mais les chevaux en fait, ont un œil qui est très peu mobile dans l'orbite. Contrairement à nous, on peut vraiment lever les yeux, etc., sans bouger la tête. Eux, ils n'ont pas cette possibilité, ils sont obligés d'orienter la tête pour pouvoir regarder quelque chose. Donc en fait, forcément, le sujet de la position tête-encolure, de la tête et de l'encolure, va avoir un impact sur la vision à un moment. Donc ça a été un petit peu étudié. Et maintenant, on commence à avoir aussi quelques travaux sur des effets à plus long terme, en fait,
Est-ce que, en fonction des positions de la tête et de l'encolure pendant l'entraînement, par exemple, est-ce qu'il y a des répercussions après, quelques jours après? Voilà, c'est quelque chose qui commence aussi à être étudié. Alors, je ne vais pas du tout vous présenter, mais je vais vous présenter ce qu'on trouve par rapport à la physiologie respiratoire, par exemple. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça, en tant que cavalier, on ne peut pas savoir ce qui se passe au niveau respiratoire lorsqu'on est sur son cheval en train de l'entraîner avec différentes positions, tête en colure, etc. C'est tout l'intérêt en fait, de la recherche, c'est d'essayer d'aller objectiver des choses qu'en tant que cavalier, on a du mal à appréhender. Alors il y a plusieurs choses qui ressortent de toutes ces études-là, c'est que quand on a vraiment en fait, l'encolure très très enroulée avec le nez sur le poitrail, là c'est la position qui va générer le plus de contraintes sur la physiologie respiratoire, puisqu'on va avoir une diminution de l'ouverture du larynx, du pharynx également, et puis différents paramètres de compression des tissus qui ressortent. Mais il y a aussi, par exemple, dans cette étude-là, ça c'est la vraie photo de l'étude, donc c'est vraiment les positions qu'ils ont testées. En fait, ce qu'ont montré ces auteurs, c'est qu'il y a une toute petite variation de l'angle entre l'encolure et la tête pouvait déjà suffire à réduire le diamètre du pharynx, engendrer certains désordres structurels pour des chevaux qui avaient déjà des problèmes en fait, à ce niveau-là. Et globalement, d'autres études ont aussi montré que ce qui va être important, ça va être l'espace qui se trouve entre le bas de la mandibule et la surface ventrale de l'encolure. En fait, la variation de cette surface-là va être liée, va avoir des effets sur la physiologie respiratoire. Voilà, ça c'est vraiment des exemples. J'aurais pu vous parler de plein d'autres choses, mais c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Un autre exemple aussi qui est intéressant pour tout cavalier, ça a été il y a eu toute une série de travaux sur savoir à quel moment, dans le serrage de la muserolle, on passe un seuil qui va avoir des répercussions pour le cheval. Et donc ce qui a été montré, c'est que en fait, ce seuil il se situe à peu près à 2 doigts positionnés sur l'os nasal. Hein, donc sur l'os nasal, pas sous la mandibule ou sur la joue, sur l'os nasal. En dessous, ce qui a été montré, c'est qu'on engendrait une perturbation de la circulation sanguine de la face, des impacts sur la physiologie respiratoire, une augmentation d'indicateurs physiologiques de stress, une privation comportementale, parce que en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a besoin d'avoir des mouvements des lèvres et de la bouche, et les chevaux aussi, pour pouvoir déglutir, pour pouvoir sumecter les lèvres, etc. Ça, c'est des comportements qui sont réflexes, en fait. En dessous de ce seuil, on a aussi une augmentation des lésions aux commissures, particulièrement à l'intérieur des commissures, et potentiellement, dans les cas très extrêmes, aller jusqu'à un amincissement de l'os nasal, voire des excroissances de la mandibule. Donc là, tous ces travaux, en fait, collectivement, ils permettent de montrer que voilà, il y a ce seuil-là, et au-delà de ce seuil-là, attention, il y a des risques sur plein de choses. Et pour terminer, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Pour terminer, il y a aussi tout un champ de travaux qui vont forcément avoir des répercussions sur les pratiques équestres et qui concernent vraiment la relation humain-cheval, essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans ces relations humain-cheval. Et il y a des études assez fascinantes sur ce que les animaux arrivent à savoir de nous. Alors, je vous ai mis une liste en jaune qui n'est pas exhaustive, mais en tout cas, c'est parmi les grandes connaissances que l'on a aujourd'hui. Donc on sait que les chevaux sont évidemment sensibles à notre posture, notre gestuelle. Ils savent différencier notre âge entre un enfant et un adulte, par exemple. Ils sont sensibles à notre état attentionnel, si on est attentif à eux ou pas, etc. Et même avec des signaux hyper subtils, comme par exemple entre 2 personnes qui sont face à lui, mais une personne qui a les yeux fermés et une personne qui a les yeux ouverts, ils sont capables de savoir quelle personne est attentive à eux. Ils sont très sensibles à nos émotions, et ça, on a beaucoup de travaux qui se développent sur ça. Alors, nous, nos émotions, on va les exprimer comme les chevaux, en fait, mais via notre visage, via notre voix, et aussi via nos odeurs. Quand on est content, on n'a pas la même odeur que quand on est peureux. Et donc ça, les chevaux sont capables de percevoir ces différences et voire de s'adapter à certaines de nos émotions. Par exemple, par rapport à la colère humaine, il a été montré qu'en fait, ça a généré une réponse de stress chez les chevaux lorsqu'ils sont face à une personne qui a une expression faciale de colère. Et bien sûr, toute la familiarité, le degré de familiarité, toutes les expériences passées
entre le cheval et l'homme, ça, le cheval est capable de s'en souvenir des années, capable d'adapter son comportement en fonction de ça. Donc en fait, c'est un animal qui est tellement sensible et dans les pratiques équestres, cette sensibilité, elle est forcément sollicitée. Donc tout ce champ de recherche, il vise à mieux comprendre justement ce que les chevaux comprennent de nous, et notamment dans les pratiques équestres. Voilà. Donc pour conclure, en fait, j'ai sélectionné certains exemples. Il faut voir que c'est un champ de recherche qui est extrêmement dynamique et qui se fait à l'international. On a des équipes partout dans le monde qui travaillent à la fois sur la thématique du bien-être animal et à la fois sur les pratiques équestres. Et en fait, je pense qu'il faut voir ces connaissances comme un soutien, comme un accompagnement dans votre pratique, parce que si vous êtes cavalier au quotidien, vous allez acquérir des connaissances auprès de votre entraîneur, auprès d'autres personnes de l'écurie, enfin de plein de personnes. Et en fait, il faut voir ces connaissances issues de la recherche vraiment comme des connaissances complémentaires qui vont soit conforter des choses que vous faites déjà, soit re-questionner des choses qui sont faites peut-être depuis toujours et qu'on n'a jamais vraiment questionnées. Il faut vraiment voir ça comme un soutien, parce que ces données, en fait, comme pour les sciences du climat, d'ailleurs, comme pour toutes les sciences, l'idée, c'est qu'elles sont obtenues d'une façon la plus objective possible, en les bombardant un peu d'épreuves, parce qu'en fait, on va tester des hypothèses, voir si les arguments tiennent la route, etc. Et puis que c'est vraiment quelque chose qui est collectif. Quand on arrive à avoir des résultats comme je vous ai présenté aujourd'hui, ce sont des choses qui font consensus aujourd'hui dans la littérature scientifique, parce que plein d'équipes sont arrivées au même résultat de façon différente, etc. Donc je pense que c'est des connaissances à avoir toujours un peu dans le coin de la tête, et qu'elles soient vraiment une aide pour votre pratique au quotidien. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la commande. Merci infiniment en tout cas, parce que c'était un exercice difficile et je trouve qu'Alice en est très bien sortie. En tout cas, ça nous permet d'avoir posé le débat. Je sens à mes côtés que notamment Nicolas bout d'impatience pour essayer de participer aux événements, et on va carrément passer dans le vif du sujet en lui proposant par exemple de nous donner son avis. Est-ce que les chevaux aiment participer aux compétitions ? Bonjour. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce qu'ils aiment participer aux compétitions ? Déjà, je pense que ça serait prétentieux de répondre oui fermement ou non, parce que même si on l'espère, on n'en est pas complètement persuadé. En revanche, on cherche obligatoirement à aller dans ce sens-là. Moi, je pense que de toute façon, pour qu'un cheval fasse de la compétition sur la durée, c'est obligatoire pour lui, il faut qu'il prenne un peu de plaisir, il faut qu'il participe, il faut qu'il soit avec son cavalier. Sinon, de toute façon, ça n'ira pas. Il y aura forcément des signes qui nous le diront. Et c'est justement tout le travail du cavalier et toute la difficulté, c'est comme on vient d'en parler depuis longtemps, c'est les signes extérieurs du cheval, c'est le ressenti du cavalier qui nous permettent de savoir si on est si on va dans le bon sens et si on va bien avec eux, ou si on va à l'encontre de tout ça. Après, moi, pour rester dans ce qui me concerne et dans ma partie, aujourd'hui, je forme des chevaux à la compétition. Donc déjà, le premier point, c'est le choix des chevaux au départ. Moi, je m'adresse à des chevaux qui sont nés pour ça, par rapport à leurs origines, par rapport à leur physique. Déjà, donc il y a déjà une sélection au niveau de l'élevage, je pense. Et ensuite, je suis dans un travail constamment d'éducation. Et j'essaie, en même temps que je vous parle, j'essaie de réfléchir à mon fonctionnement. Au départ, je leur propose des choses. Alors, je leur propose de la marche avant, je leur propose la barre au sol, je leur propose, par rapport au cross, le passage dans l'eau, le galop dans la campagne. Je leur propose des choses très simples, et en fonction des signes que les chevaux me montrent, je continue et je vais plus loin, ou j'arrête, ou comme je dis toujours, chaque cheval a... La destinée des chevaux, elle n'est pas obligatoirement la compétition. Il peut y avoir des chevaux qui nous montrent suffisamment de signes pour les rediriger vers quelque chose qui va leur convenir.
Alors ça peut être plein de choses, ça peut être la promenade, le training, le running, ce que vous voulez, tout ce qui peut exister aujourd'hui autour des chevaux. Mais pour moi, la première chose, c'est déjà de les orienter sur ce qui donne l'impression d'apprécier et ce qui leur plaît. Et à partir de là, moi, j'arrive à avancer avec... Mais comme je dis toujours, j'ai beaucoup de jeunes chevaux au départ et arrivé à haut niveau, il m'en reste beaucoup moins parce que j'en perds en route par rapport à tout ce que je leur ai proposé, par rapport à l'évolution qu'eux vont me donner. Et je suis constamment à leur écoute. Ça, c'est vraiment le fond de mon travail pour justement les diriger sur ce qui leur convient et là où ils me montrent l'envie de participer. Mais ce qui est certain, c'est que la compétition avec un cheval, elle passe obligatoirement par, je dirais, par le plaisir du cheval ou en tout cas ressentir la participation. Moi, je suis toujours très concentré là-dessus. Quand un cheval participe en concours, c'est évidemment l'objectif, c'est la performance. Mais en dehors de la performance, ce que me montre mon cheval est très important. Moi, j'ai une question justement. Bonjour déjà. J'ai une question justement pour vous, Nicolas, sur la participation des chevaux en compétition. Une fois que vous avez votre piquet de chevaux, que vous emmenez sur un concours, comment vous gérez le stress des chevaux? Est-ce qu'ils stressent déjà? Et comment vous gérez le stress des chevaux que vous avez? Alors évidemment, les chevaux stressent, c'est comme nous. La gestion du stress en compétition, pour moi, elle démarre déjà quand je démarre mon camion dans ma cour et que je vais les sortir de leur environnement au quotidien. Puisque, comme on expliquait tout à l'heure, déjà la première chose, c'est que les chevaux se sentent bien dans leur quotidien, dans leur écurie, dans leur box, dans leur paddock, dans la façon de travailler au quotidien. Donc normalement, déjà avant, comme je disais, même l'histoire de la compétition peut déjà peut-être même s'arrêter, enfin s'arrête déjà même des fois à ce moment-là, puisque si déjà on n'obtient pas ça, si on n'arrive pas à gérer le stress, c'est pas la peine de parler de compétition si on ne le gère pas déjà chez nous. Le fait de monter dans un camion, toutes les situations qu'on va leur amener ensuite peuvent générer du stress. Donc déjà, c'est d'avoir du bon matériel, au départ, c'est de les éduquer à monter, à redescendre. Et ça, on est encore une fois dans l'éducation. Et puis, une fois que le transport est passé, c'est l'arrivée sur un terrain de compétition. On va les mettre dans des box, dans des écuries qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc, on essaye de mettre en place une certaine routine. J'essaie de réfléchir encore une fois. J'ai certains chevaux avec lesquels ils ont un nounours qu'on attache dans leur box et qu'on attache le même nounours dans le box en compétition, par exemple. C'est des situations qui peuvent les rassurer, qui peuvent leur donner un point de repère. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Certains chevaux n'aiment pas quand on les met dans le box tout de suite. On va les promener, on va les marcher pour leur faire voir l'environnement, on va leur faire brouter de l'herbe. Enfin, et encore une fois, on est sur le ressenti et sur tout ce que le cheval nous montre. Après, il y en a pour qui c'est pas un problème, ils embarquent tout seuls, on les met dans leur nouveau box, ils se roulent, ils manifestent vraiment de la joie et on leur amène à manger, ils se jettent dessus, c'est que tout va bien et on peut continuer à avancer. Il y en a qu'on leur amène à manger et ils ne mangent pas, c'est aussi un signe d'inconfort et de stress. Donc voilà, je ne vais pas tout énumérer, et ensuite on va monter dessus, on va aller dans l'environnement de la compétition, sur un endroit qu'ils ne connaissent pas, avec des drapeaux, avec des micros, avec plein de choses qui sont nouvelles pour eux. Encore une fois, on va être très attentionné à ce qu'ils nous montrent. Et par expérience et par habitude, on va, avec plein de petites méthodes comme ça, essayer de les mettre en confiance. Mais c'est pareil, c'est de l'éducation qui commence très jeune. Les premières compétitions commencent à l'âge de 4 ans, sur des choses très faciles, très simples. Mais déjà, toute cette phase-là est très, très importante. Merci. Et alors, merci beaucoup Nicolas. Donc le vétérinaire a forcément un rôle central dans cette question du bien-être et de son application sur le terrain. Richard, qu'est-ce que tu penses justement de ce positionnement et quel est son rôle en fait au quotidien? Notre positionnement, il est évident. Il est d'ailleurs rappelé dans notre code de déontologie. Nous sommes les garants du bien-être et de la bientraitance du cheval. Donc dans ce contexte-là, tous nos soins, on va dire, vont être adaptés au cheval et à son environnement et à sa discipline. Il est évident que nous avons bien évolué depuis, on va dire, ces 40 dernières années dans l'approche thérapeutique, en abandonnant quelques vieilles techniques qui parfois étaient quand même, on va dire, efficaces, mais pas toujours respectables du bien-être du cheval. Aujourd'hui, notre rôle, c'est quand même la prévention, aussi bien
sur le plan de la santé que sur le plan sanitaire. C'est essentiel. Donc, on a beaucoup d'outils qui se sont développés aujourd'hui pour pouvoir prévenir les lésions. On a des outils de diagnostic comme l'échographie, l'IRM, la scintigraphie, etc., ce qui permet d'éviter d'arriver aux catastrophes. Et pour aller un petit peu plus loin, Richard, est-ce qu'on assiste vraiment à une prise de conscience grandissante de cette notion de bien-être équin et comment ça se traduit au quotidien? Voilà, qu'est-ce qui se passe à ce sujet? Oui, je dirais la prise de conscience du bien-être, on l'a quand même depuis fort longtemps. Elle n'a pas peut-être été traduite immédiatement par un positionnement, on va dire, des vétérinaires d'une façon évidente, mais dans notre contexte, la prise de conscience, on essaye surtout de la développer avec nos clients, avec nos cavaliers. Pour ceux qui l'auraient un peu moins. C'est un petit peu l'idée qu'a eue donc Sylvie Robert en initiant ce rôle de welfare coordinateur, c'est-à-dire de coordinateur bien-être au sein de la compétition des JO. Ce n'était pas une révolution. La prise en compte du bien-être en compétition, elle existe depuis longtemps au sein du règlement de la FEI et de la FFE. Maintenant, c'est sûr que cette position permet de fluidifier un petit peu les relations entre tous les officiels de la compétition, que ce soit les stewards, les vétérinaires, les juges, et en particulier les stewards qui sont eux-mêmes les garants de cette bientraitance. J'aime bien le terme bientraitance, je l'utilise plus souvent que bien-être, en particulier dans tous les temps d'entraînement, avant même d'arriver sur la piste de compétition. Et ces stewards ont un rôle essentiel et difficile. Donc le fait d'avoir avec eux, en collaboration, une personne qui les épaule dans des situations, on va dire, un petit peu non pas conflictuelles, mais qui ne sont pas tout à fait adaptées à ce qu'on aimerait voir, ça les aide, ça permet un échange. Et par exemple, pendant les JO, nous avions une très grosse équipe vétérinaire bénévole, et en particulier de jeunes vétérinaires. Ce qui a permis, en fait, sur les aires d'entraînement, parce qu'il y en avait quand même quelques-unes, d'avoir un œil neuf de ces jeunes vétérinaires, parce que malheureusement, nous, on va dire les moins jeunes, on a peut-être aussi, on va dire, on a un peu émoussé notre sensibilité à certaines situations. Et ces jeunes-là ont permis d'éveiller, non pas d'éveiller, mais de réveiller et d'échanger avec les stewards. Et ça a été extrêmement bénéfique pour l'ensemble de la population. Et par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des règles précises qui ont été mises en place par la fédération pour garantir le bien-être en compétition à niveau national et international? Oui, tout à fait. Là, au niveau Fédération française d'équitation, vous avez un règlement qui est extrêmement précis, qui tient compte effectivement du bien-être du cheval, et il y a toute une déclinaison concernant les manipulations brusques sur les chevaux, concernant les aides, éperons, cravages, tout ça est très réglementé. Et de la même façon, ces attitudes-là qui ne sont pas, on va dire, conformes, sont sous la garde, entre guillemets, des commissaires de paddock. Et au niveau de la FEI, d'une façon identique, ils ont développé une réglementation, voire même des applications qui permettent, par exemple, de savoir quel type de médicaments on peut utiliser ou ne pas utiliser, ou jamais utiliser. Il y a une application également sur tout l'ensemble du harnachement, que ce soit les aides, les éperons, les enraînements, les protections. Tout ça est très bien réglementé de façon effectivement à limiter l'impact de cet ensemble de harnachement sur le cheval. Merci beaucoup Richard et Nicolas pour toutes ces précisions sur les chevaux de sport. On va revenir un peu aux chevaux de loisirs. Alice, j'aimerais que vous nous précisiez un peu, est-ce que les chevaux de sport peuvent être heureux au pré? Si oui ou non, pourquoi, comment? Est-ce que vous pourriez un peu développer
ce point de vue. Oui, je vais essayer parce que, de nouveau, la question n'est pas hyper facile. Alors, un cheval de sport heureux au pré. En fait, ce qu'on voit ce qui ressort très fort maintenant dans la littérature scientifique, quelles que soient les populations de chevaux, c'est un peu ce que j'ai déjà évoqué pendant ma présentation, c'est qu'en fait, on a certains facteurs d'environnement qui sont très importants, qui sont même essentiels. En fait, il faut que les chevaux aient à certains moments la possibilité de se déplacer sans contrainte. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui exclut le marcheur, parce que le marcheur, c'est ok, le cheval n'est pas monté, mais il est quand même contraint dans sa direction et son allure, donc on ne peut pas considérer que c'est un déplacement en liberté, vraiment au sens propre du terme. Le fait d'avoir une vie sociale et le fait de pouvoir s'alimenter en continu avec des fibres, ça c'est vraiment des choses très essentielles. Donc en fait, de ce point de vue-là, une vie au pré va être positive. Après, chaque type d'hébergement va avoir ses points positifs et ses contraintes. Au pré, il va y avoir des choses qu'il va falloir faire attention qui ne seront pas les mêmes qu'un cheval au box, évidemment. Si les chevaux sont en groupe, par exemple, il y a tout un sujet autour de l'accès aux ressources. Alors les ressources, ça va être par exemple les abris, les points d'eau, les points de fourrage, par exemple. En fait, on voit, il y a de plus en plus de résultats sur ça aujourd'hui. En fait, on ne peut pas considérer que il faut par exemple même place au râtelier qu'il y a de chevaux dans le groupe, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que les relations entre chevaux font qu'en fait il faut prévoir beaucoup plus de place pour que tous les chevaux puissent avoir accès au fourrage. Donc il y a aussi la gestion du climat qui va être un point à faire attention chez un cheval au pré, la surveillance aussi. Donc en fait chaque hébergement a ses avantages et ses inconvénients. Et en fait, on revient à cette idée d'indicateur. Que Nicolas aussi a évoqué, en fait, l'observation va être essentielle avec des indicateurs qui sont précis dans les comportements, dans l'état corporel des animaux, etc. Et en fait, c'est ça qui va nous dire comment les animaux se sentent dans leur environnement. Là, c'est vraiment le sujet du bien-être, en fait, c'est ça. Et alors, un peu dans le même domaine, et les écuries actives, vous en pensez quoi ? D'abord, c'est quoi exactement ? Oui, c'est justement des systèmes qui se développent depuis maintenant plusieurs années quand même, qu'on voit peut-être de plus en plus souvent sur le terrain. Donc en fait, c'est une écurie active, c'est un espace clos, alors de taille plus ou moins grande, avec des groupes de chevaux plus ou moins importants. Mais en fait, la caractéristique de ça, c'est qu'il va y avoir des points ressources, donc un endroit pour se coucher, un endroit pour se gratter, un endroit pour manger, avec par exemple des stations de foin, des stations qui distribuent des concentrés. Enfin voilà, c'est vraiment des espaces clos où les chevaux vont avoir des points de ressources. Et il y a peu d'études encore sur ça aujourd'hui. Ça commence à arriver. Et là, en fait, les points il y a des choses très bien, justement, sur le fait que les chevaux puissent se déplacer, avoir des relations sociales, etc. Il y a aussi des points d'attention, et notamment l'accès aux zones de ressources, par exemple, en fait. Alors j'ai parlé des râteliers à foin, on peut dire la même chose des abris, des tailles d'abris. On voit que c'est un sujet hyper important parce qu'il faut pouvoir s'assurer que chaque cheval a la possibilité de rentrer, de se coucher sans être dérangé, etc. Sinon, potentiellement, il peut y avoir un impact sur son bien-être. Et ce système, comme pour le pré, l'observation va être hyper importante. Donc toujours rester à l'affût d'indicateurs comportementaux, physiques, d'un état de bien-être ou d'un état de mal-être. Nicolas, tu nous parlais avant du concours qui démarrait quand tu démarrais ton camion au milieu de la cour. Est-ce que tu peux nous évoquer les conditions optimales, ce que tu mets en place pour respecter justement le bien-être lorsque tu vas en concours ? Alors ça passe évidemment par du matériel bien adapté. Encore une fois, je peux vous décrire moi le camion que j'ai. C'est un camion avec des suspensions pour le confort sur la route, des bas-flancs qui sont avec de la mousse de chaque côté, des bavettes qui vont jusqu'au sol pour que la séparation entre les chevaux soit correcte. Il y a une sonde de température avec le contrôle de la température à l'avant pour le conducteur, pour savoir s'il fait trop chaud, enfin si la température est bonne. Il y a ce qu'on appelle des extracteurs d'air au plafond, pour justement quand il fait trop chaud, on peut rebaisser la température. Il y a des fenêtres partout, donc c'est une gestion permanente, encore une fois, par rapport à... Il ne fait pas la même température si on part à 6 h du matin ou si on part à 14 h en plein été.
Donc tout ça, c'est vraiment tout un processus qui se met en place et qui est géré par la personne qui assure le transport, qui peut varier au cours du transport. On ne doit pas dépasser 8 heures de route avec le transport d'animaux, donc c'est aussi des choses à prendre en compte. Quand on fait des longs trajets, on doit obligatoirement, au bout de 8 heures maximum, les descendre du camion pour les faire marcher, pour les abreuver, pour leur donner à manger. Donc tout ça, c'est aussi de planifier les longs transports. Bien évidemment, la conduite fait partie des critères les plus importants pour que le transport se passe bien, ça c'est évident. Mais voilà, encore une fois, c'est des choses que peut-être on se rend même plus compte quand on les fait au quotidien, mais si on réfléchit bien, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour justement gérer ça. On peut jouer aussi avec des couvertures sur les chevaux qu'on met, qu'on enlève, des couvertures plus grosses, des couvertures plus fines. Enfin, c'est constamment une gestion en fonction du climat et en fonction de la durée du transport et en fonction de l'environnement. Merci Nicolas. Pour revenir sur les aides artificielles et le harnachement, vous avez dit qu'il y avait des réglementations qui existaient, mais en tant que cavalier amateur, cavalier professionnel, vous avez plus de connaissances que moi, mais en tant qu'amateur et propriétaire de chevaux, comment on peut évaluer l'impact chez nous de l'harnachement qu'on utilise et des aides artificielles si on emploie une cravache, un éperon, enfin une paire d'éperons ou un stick à la maison? Comment on évalue l'impact que ça a sur le bien-être de nos chevaux? C'est pas facile. C'est une vaste question. Je pense que d'abord, cette évaluation, comme Alice l'a dit, c'est votre observation. Ça, c'est le premier point. Comment réagit votre cheval, justement, à l'impact de cette aide, qu'elle soit éperon, cravache ou autre. Ensuite, pour l'harnachement, il est évident qu'il y a un contrôle visuel à effectuer chaque fois que vous rentrez votre cheval du travail pour voir s'il n'y a pas eu déjà un frottement ou une douleur qui apparaît. C'est une évidence. Et puis, sur ces problématiques de harnachement, l'IFCE, avec Agnès Olivier, a développé un outil qui s'appelle Mazarin, du nom du cheval, je crois, sur lequel ça a été élaboré, qui permet justement d'évaluer l'impact que vous avez, vous, cavalier, sur votre cheval. Alors, il y a plein de capteurs, effectivement, c'est quand même très technique, mais voilà, on avance dans cette on va dire, observation de votre impact sur le cheval, et on s'aperçoit qu'effectivement, et la selle, et la tension sur les rênes, et la tension sur les étriers sont des éléments essentiels. Tout a un impact, donc il faut faire attention à tout et tout regarder. Mais vous savez, cette relation très spécifique que l'humain avec le cheval, elle date de 4200 ans. On a du progrès, on a fait beaucoup de progrès, on a encore des progrès à faire, mais c'est l'observation. Et je pense que les anciens écuyers, comme François Baucher, ils avaient un art de l'observation extraordinaire qu'on a peut-être perdu depuis le début du XXe, mais qui revient. Merci de toute cette sagesse, Richard. Et est-ce que, Simon, est-il raisonnable de ne pas soigner ces vieux chevaux qui ont des maladies chroniques dans les prés et que certains disent qu'il faut laisser les choses évoluer normalement, ou est-il de nos jours intéressant, et si oui, comment, pour prévenir cette dégradation d'ordre médical en fait? Alors là aussi, c'est une vaste question. En fait, je dissocierais deux choses. On parlait avant de douleur. Donc déjà, on a bien vu que c'était un pan à part entière du bien-être animal. Donc vraiment, essayer d'éviter toutes les sources de douleur. Et dès qu'on touche aux maladies chroniques, bien souvent, voire systématiquement, on est face à quand même une présence de douleur. Et lorsqu'on a de la douleur, on a deux cas de figure. Soit c'est des chevaux plus jeunes, un cheval avec une boiterie par exemple. Et dans ce cas-là, c'est assez évident et c'est assez consensuel pour tout le monde de le traiter. On ne va pas laisser un cheval de 4-5 ans avec un abcès de pied boité. C'est du bon sens à peu près pour tout le monde. Après, il y a une deuxième catégorie de la population, c'est tous ces chevaux seniors. Pour vous faire un petit peu peur, on parle de cheval senior à partir de 15 ans. Donc on est beaucoup de cavaliers à avoir des chevaux seniors, même encore en activité.
Et du coup, ces chevaux seniors sont plus sujets à plein de pathologies. On parle principalement de la maladie de Cushing, qui est quand même une grosse maladie d'actualité. Et on a découvert il y a déjà un bon nombre d'années, mais voilà, c'est une maladie qui est vraiment d'actualité. Et on sait que ces populations de chevaux sont de plus en plus vieillissantes. Elles sont vieillissantes parce qu'on les soigne mieux, parce qu'on les observe mieux également aussi, et aussi un peu parce qu'on les traite mieux. Donc, est-ce qu'il est acceptable de ne pas traiter les chevaux? Je ne sais pas, mais je pense que c'est surtout une question de méconnaissance. Je pense que peu de propriétaires de nos jours choisissent sciemment de ne pas traiter les chevaux. Par contre, je pense qu'il y a plus de propriétaires qui ne savent pas vraiment les implications que telle ou telle maladie peut avoir. Pour vous donner un ordre d'idée, un cheval qui est Cushing, il a à peu près 30% de risque de faire une fourbure. On sait tous, cavaliers, que la fourbure, à quel point c'est dramatique. Une fois que la phalange elle a basculé, j'en ai rarement vu remonter dans l'autre sens. Donc voilà, le cheval qui est Cushing avec une mauvaise mue, un mauvais poil l'hiver, entre guillemets, c'est pas si grave. C'est un peu inconfortable pour lui, il aura des problèmes de sudation, mais entre guillemets, ok. Par contre, dès qu'on va passer sur de la douleur chronique, voire de la fourbure, là, je pense que c'est vraiment important de le traiter et nécessaire de le traiter. Merci beaucoup. Donc il faut bien les observer encore une fois et collaborer avec les nombreux vétérinaires, nos confrères qui sont là à leur écoute et à l'écoute de leurs propriétaires. Merci Simon. Et concernant les chevaux seniors, je suis même propriétaire d'un poney qui a 18 ans, donc qui est senior visiblement, et qui passe en retraite plus ou moins progressivement. Et justement, j'avais cette question sur les chevaux de sport. Alors, c'était pas du sport à haut niveau qu'on a fait, vraiment pas du tout, mais quand on a un cheval qui avait une pratique régulière avec des entraînements, comment est-ce qu'on le passe en retraite en respectant son bien-être? Et que ce soit à niveau amateur, en loisir ou en sport de haut niveau, comment on peut faire la transition entre l'entraînement régulier et le rien, entre guillemets? Alors... Pas le rien, mais le pré, on va oui, dire. oui. La vie au pré ou en troupeau ou avec d'autres chevaux. Un changement de vie, en fait, à la fois de cadre de vie et puis de pratique avec lui, quoi. Alors, j'ai pas connaissance de beaucoup de travaux scientifiques sur cette question. Je pense qu'il y aurait des retours terrain plus intéressants mais on a quand même vu, c'est Nicolas qui parlait de routine tout à l'heure, et ça c'est vrai. Nous, on avait par exemple mené une étude sur une pratique que l'on voit assez couramment dans les centres équestres, par exemple des chevaux qui vivent au box l'année, puis que l'été on va mettre tous au pré en groupe ensemble pendant 2 mois et les reprendre ensuite et les remettre au box à la rentrée. Donc ça, c'est un changement de vie. On ne parle pas de retraite, mais en fait, c'est un changement de vie global, de mode de vie et d'activité, parce qu'il s'arrête d'un seul coup pendant quelques temps. Et on avait suivi ces chevaux-là d'un point de vue comportemental et physiologique. Et en fait, on voit... Alors, ça va être très individuel, encore une fois, comme la question du bien-être, en fait. Certains chevaux vont s'adapter très facilement à cette nouvelle vie. Ils vont retrouver des comportements naturels, d'interaction avec les congénères, etc., très facilement. Et il y en a d'autres qui galèrent un peu plus parce que tout change, tout leur quotidien change. Nous, on avait fait un suivi jusqu'à 20 jours après la mise au pré quand même, mais certains chevaux n'étaient toujours pas bien intégrés au groupe. Ils se nourrissaient pas très bien, ils se reposaient pas beaucoup, donc ils avaient encore visiblement un impact de ce changement de vie. Et le retour au box aussi est de nouveau un nouveau changement. Et là, de nouveau, certains chevaux vont s'y habituer tout de suite et repartir dans une routine de travail, et d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps. Donc de nouveau, en fait, l'observation, ça va être le mot principal de cette table ronde. C'est que chaque animal doit être observé avec des critères très précis et dans le temps. Et puis voilà, essayer d'adapter pour ceux qui s'adaptent bien, super. Pour ceux qui s'adaptent moins bien, essayer de trouver des alternatives ou des petites adaptations. Voilà. Alors on a parlé de nouvelle vie. On a parlé de nouvelles vies pour ces chevaux, seniors qui vont passer au parc. Moi, je vais parler de nouveaux métiers. On parle de plus en plus d'influenceurs. C'est quand même quelque chose un métier qui est assez récent. Mathilde, en tant qu'influenceuse, je m'autorise à dire ça. Est-ce que justement cette notion de bien-être est au centre de tes réflexions? Est-ce qu'il y a une démarche particulière dans cette notion de bien-être dans ta pratique et dans ce métier? C'est vrai que de mon côté, en tant que propriétaire, avant d'être créatrice de contenu, mais avec mes chevaux, j'essaye de faire attention à tout. Enfin, c'est un peu comme mes enfants, donc évidemment, on fait attention. C'est plutôt de la bientraitance, je dirais, parce qu'on ne peut pas savoir, on ne les connaît pas par cœur. J'aimerais qu'ils me parlent et qu'ils me disent qu'ils vont bien, mais en les observant au maximum, je constate qu'ils vont plutôt bien. Et le fait que je les traite bien, ça fait partie de ma vie. Et
les réseaux sociaux font partie de ma vie et je partage ma vie sur les réseaux. Donc, étant donné que les réseaux sont assez spontanés et que la création de contenu reste quelque chose de naturel et assez instantané, quand on fait une story sur Instagram, on la filme, on la publie, et ben, je traite mes chevaux bien dans ma vie de tous les jours et je fais au maximum pour leur bien-être. Donc, naturellement, je vais le retranscrire, ou du moins essayer de le retranscrire sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a quand même un éveil des consciences, j'ai l'impression, en tout cas sur les plateformes, sur le bien-être des chevaux dans le sport de haut niveau. Et je trouve qu'en tant qu'influenceuse, on a une certaine responsabilité à avoir parce qu'on a un public qui est assez jeune. On est suivi par pas mal de monde. Sur Instagram, j'ai à peu près 180 000 abonnés. Donc si la moitié sont des jeunes, ça fait beaucoup. Et des jeunes qui peuvent prendre exemple. Donc il faut penser à ça quand on partage sur les réseaux. Comme il faut monter à cheval et montrer l'exemple en mettant son casque, bah, il faut aussi montrer l'exemple dans la façon dont on traite son cheval, la vie qu'on lui donne et les entraînements qu'on a. Donc c'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours parce que c'est assez naturel. Mais oui, il y a une certaine responsabilité à avoir, j'ai l'impression. De plus en plus, en tout cas. Merci infiniment de votre compétence et de la vitesse de réaction à toutes ces questions. On va basculer maintenant à la troisième de notre réunion. Essayer de voir s'il y a des questions d'internautes d'abord, parce qu'il y en a peut-être qui piaffent derrière les claviers, ou éventuellement qui sont dans la salle tout de suite après. Je vais commencer par une question d'internaute qui nous demande si les innovations technologiques, telles que les capteurs, peuvent aider au bien-être équin, et si oui, comment ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais oui, bien évidemment. On a vu apparaître, notamment au travers du programme Mazarin à l'ENE, toute cette variété de capteurs qui peuvent être mis sur le cheval et sur le cavalier pour évaluer la relation entre le cheval et le cavalier. Il y avait une étude formidable qui a été publiée ici ce matin, dans laquelle on voyait ces vidéos du cheval sur un cross avec les différents éléments de tension exercés par le cavalier sur les rênes et sur le mors. Et ça permet d'évaluer l'impact qui est quelquefois différent du ressenti du cavalier sur le cheval, voire d'adapter l'entraînement pour le cheval et donc pour le bien-être du cheval. Il y a aussi des tas de capteurs qui existent déjà pour évaluer la fonction cardio-respiratoire, c'est-à-dire qu'on peut mettre des cardiofréquencemètres. Il existe des sangles très pratiques qui permettent d'avoir un suivi de l'électrocardiogramme et d'avoir de façon continue, y compris par des capteurs Wi-Fi sur des téléphones portables, l'état de la situation physiologique du cheval à l'entraînement. C'est très répandu chez l'athlète humain. Vous connaissez tous sur des terrains de rugby ou de foot, ces espèces de capteurs qui sont dans la nuque de tous ces sportifs qui envoient de façon permanente des données aux entraîneurs et aux médecins, à l'encadrement du sportif pour évaluer son état physiologique, voire intervenir en prévention avant qu'il y ait un accident, soit au niveau cardio-respiratoire, soit même au niveau ligamentaire et articulaire, parce qu'il y a des signes qui apparaissent de façon physiologique qui sont un peu précurseurs de la survenue de ces accidents. Tout ça permet d'améliorer le bien-être qu'on doit aux humains, c'est ce qu'on fait dans le sport, et qu'on doit aux chevaux, nos partenaires de sport, pour essayer d'éviter qu'il leur arrive le moins de malheur possible. Donc oui, je pense que l'avenir est porteur d'espoir pour dynamiser cette relation et l'amélioration des relations des cavaliers sur leur monture sportive. On peut faire une question dans la salle. J'avais une question par rapport à la motivation du cheval dans l'entraînement, surtout que ce soit cavalier professionnel ou amateur. Mais j'imagine que les chevaux de haut niveau, qui, même s'ils apprécient leur discipline, ça leur arrive des fois d'arriver en carrière et certains jours d'avoir moins envie. Et je me demandais, vous, comment vous faisiez pour gérer ça ? Est-ce que ça vous arrive de changer complètement votre programme d'entraînement un jour parce qu'un cheval a moins envie, ou est-ce qu'au contraire, vous allez essayer de mettre plus d'enthousiasme dans l'entraînement sans pour autant mettre de la force ? Et aussi, comment le changement de vos entraînements par rapport à la motivation de votre cheval, ça impacte vos objectifs de sportifs ? Alors, exactement. Moi, j'ai toujours un peu un programme dans ma tête que je fais un peu par semaine, je dirais, surtout.
Et j'aime bien adapter exactement comme tu l'as expliqué. Alors déjà, je vais déjà surtout parler de ma discipline, le concours complet. Ce qui me plaît dans cette discipline, c'est la variation du travail qu'on a besoin de faire avec les chevaux. Et ça, c'est quand même propre. Alors même si on peut l'adapter à toutes les disciplines, évidemment, mais nous, on a besoin de faire de tout. Donc moi, un cheval chez moi, il va, comme je disais, il va d'abord aller au marcheur tous les matins, une demi-heure, 3/4 d'heure pour se détendre. Il va travailler en fin de matinée ou en début d'après-midi et il va aller passer 2 à 3 heures au pré ensuite. Et ça, tous les jours, toute l'année déjà. Et le travail, quand je dis travailler, ça peut être une séance à l'obstacle, ça peut être une séance de dressage, ça peut être un trotting en extérieur, ça peut être un travail à la longe, ça peut être une promenade, ça peut être... et justement, je m'applique à ce que tous mes chevaux, quel que soit l'âge, les plus jeunes de 4 ans comme les plus vieux de 15 ans, le travail soit varié tous les jours. Et c'est vrai que ce dont tu parles, je peux m'en rendre compte, mais assez peu justement par cette variation du travail auquel je suis très attaché dans mon fonctionnement au quotidien. Et c'est évident qu'on est tenu par des programmes, par des délais, par des dates de compétition et tout ça, donc on a bien des obligations de faire certains exercices certaines semaines. Mais encore une fois, c'est le cheval qui me guide et j'ai aucun problème pour décaler d'une journée, de 2 jours, d'une semaine en fonction de ce que je peux faire pour quand je sens le cheval, si vraiment je ressens une indisponibilité, sans utiliser la force, comme tu dis, je vais essayer d'obtenir ce que j'ai envie, mais je peux tout à fait adapter le travail. J'ai une question encore en ligne. Le mot de dressage n'est-il pas obsolète? N'a-t-il pas une connotation trop négative de soumission? Comment illustrer mieux la complicité cheval-cavalier? Et pourrait-on, dans ce cas-là, imaginer un autre mot? Alors moi j'aime beaucoup cette question parce que je pense qu'elle est assez générique de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est un problème de sémantique en fait. Quand on parle de relation entre des parents et leurs enfants, on ne parle jamais de dressage, on parle d'éducation, d'apprentissage. C'est la même chose déjà dans d'autres catégories animales, par exemple dans le domaine des relations entre les humains et les chiens, les canidés, il y a des séances de travail. Les gens parlent d'éducateurs canins, ils font des séances d'apprentissage. Et nous, dans l'équitation, on est malheureusement victime de l'histoire. Et notre ami Richard parlait tout à l'heure de Baucher, de sa descendance. Tout ça, c'est inscrit dans des livres et tout. Et on continue à utiliser ces termes qui sont un peu des vieux termes qui étaient connotés avec une relation qui était peut-être un peu plus de dépendance entre le cavalier qui aurait été au-dessus du cheval pour pouvoir lui imposer un certain nombre de comportements qui résulteraient de son dressage pour pouvoir être utilisé à différentes fonctions. Donc, ça serait peut-être bien de notre époque d'envisager de modifier ce terme. Je sais que c'est très compliqué, mais on peut faire un rêve et dire que, pourquoi pas, dans un avenir proche ou lointain, envisager de convaincre les autorités, les fédérations, voire de changer ce mot. Je pense que le mot de dressage, il est plus adapté à cette relation de complicité, de respect mutuel, je dirais presque entre l'homme et le cheval. Donc oui, je pense que pour moi, ce serait une très bonne idée. Vous en pensez quoi? Je propose de donner la parole à Richard Cord, qui est très investi dans le sein de la FEI, pour savoir ce qu'en penserait éventuellement cette institution. Non, mais je pense que hier, nous avions une conférence toujours sur ce même thème dans les quartiers d'Équitalion, et Benjamin Ayot, qui est un éclectique, on va dire, et passionné du cheval. Lui, il analysait 2 phases. D'abord la phase d'éducation, parce qu'il faut d'abord éduquer son cheval. Et qu'est-ce que c'est éduquer son cheval? C'est d'abord avoir sa confiance. Ça, c'est pas du dressage. Ça, c'est avoir la confiance du cheval pour commencer effectivement à faire du dressage. C'est pas vraiment du dressage, en fait, c'est de l'entraînement. C'est essentiel. Donc effectivement, on pourrait abandonner le dressage. Au siècle dernier, on avait des dresseurs de chiens. Maintenant, ce sont des éducateurs. Bon, ça ne change pas grand-chose. On pourrait envisager de parler d'éducation. Pourquoi pas?
Merci de ton soutien. Bonjour, merci à tous. J'avais une question. Après les vieux mots, on va passer aux jeunes chevaux. Est-ce qu'il y a ou des études d'un côté ou par rapport aux fédérations des règlements sur la mise au travail, l'âge de la mise au travail, le niveau demandé en fonction de l'âge des chevaux? On voit des choses de plus en plus étonnantes. Là, moi, j'ai entendu parler récemment de ces juments destinés au CSO qui faisaient d'abord leur poulain pendant 3-4 ans, puis qui se mettaient à faire du CSO à 4 ou 5 ans. C'est des choses qui me paraissent étonnantes. Enfin, j'ai pas de jugement, hein, mais voilà. Et donc, je voulais savoir s'il y avait des choses qui étaient faites vraiment autour de l'âge jeune du cheval et jusqu'à quel âge on estime qu'il est jeune. Alors, dans son squelette, c'est une chose, et puis dans son cerveau, c'en est une autre, je suppose. En fait, il n'y a pas de règlement à ce sujet. Il n'est pas interdit d'eux. Il y a des conditions de compétition qui induisent, c'est-à-dire que par exemple pour les chevaux, il faut savoir que les disciplines varient. Dans les chevaux de sport, il n'y a pas de compétition avant l'âge de 4 ans. Donc on peut considérer que dans ce contexte, ça permet d'exclure de commencer à monter dessus avant l'âge de 3 ans. Alors après, c'est une question de dosage. Il n'y a pas de réglementation. Pourrait-on réfléchir à ce qu'il y en ait une? Pourquoi pas, mais comment le contrôler? Je pense que c'est à mon avis et à mes yeux, c'est plus important de faire de la formation, de l'information pour valoriser la qualité de l'élevage, c'est-à-dire permettre à tous ces chevaux d'avoir un développement qui leur permet, un développement optimal, ce qui n'a rien à voir avec le développement maximal, de manière à ce qu'ils soient disponibles à l'heure voulue pour pouvoir commencer à travailler, pour pouvoir rentrer dans le programme, puisqu'on parle de sport, des compétitions sportives. Mais il n'y a pas de réglementation établissant des interdictions de faire d'eux jusqu'à partir de quand, etc. Pour l'instant, ça n'existe pas. On va prendre une dernière question. Voilà. Oui, j'avais une question pour Mathilde au niveau du métier d'influenceuse. J'ai beaucoup remarqué que sur Internet se développait une bien-pensance un peu toxique. Et comment on arrive à continuer à transmettre cette idée de bien-être des chevaux sans se faire avoir par peut-être une partie de la population qui n'est pas très au fait des pratiques équestres, qui est toujours à dire « Ah là là, regarde, il est toujours au box, ton cheval, donc il est malheureux. Ah là là, tu t'en occupes pas, il est toujours au pré, il est malheureux. » Comment on fait la part des choses avec une population qui, en plus de l'anonymat d'Internet, leur donne des paroles un peu assassines et qui transmet de la désinformation? Oui, c'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup de commentaires Moi, j'en ai pas beaucoup, donc ça va pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils et qui ne sont pas forcément les bons et qui vont avoir un jugement sur ce qu'on fait avec nos chevaux, que ce soit dans le travail, dans le mode de vie, dans la façon dont on les nourrit, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on va les voir. Et je trouve que c'est intéressant parce que Internet, ça permet de se remettre en question, d'échanger et de toujours apprendre. Il faut écouter les critiques, bien sûr, mais il faut aussi savoir faire la part des choses. Et pour ça, je pense qu'il faut être encadré de professionnels, que ce soit dans le coaching, dans le travail aux écuries, des éleveurs, des vétérinaires, qui, moi, en tout cas, dans ma pratique, me permettent de poser des questions, d'avoir des réponses et d'être encadré au quotidien pour ne pas justement écouter uniquement Internet, parce qu'il faut quand même toujours regarder ce qui se passe un petit peu partout pour savoir ce qui est vrai et faux. Mais sur mes pages, en tout cas, j'essaye de continuer à partager ce que je fais avec mes chevaux de manière naturelle et de toujours, quand j'ai une question, avoir un avis vétérinaire, en tout cas pour mes chevaux au quotidien. Et ensuite, je leur partage sur les réseaux pour ne pas enseigner de choses fausses, entre guillemets. Et après, dans les commentaires, il faut juste avoir la tête assez froide et pas écouter les personnes qui critiquent pour critiquer, entre guillemets. Parce qu'il y a un petit peu de tout. Ça reste Internet. Voilà, écoutez, on n'en aurait jamais fini. Donc, vous êtes passionnés comme nous de tous ces sujets. Malheureusement, on a quand même, par rapport à votre question, toute cette réunion était sur Internet, en live sur plusieurs sites en même temps. Et d'autre part, toutes nos présentations, nos débats ont été enregistrés
et sont téléchargeables en permanence sur le site de la Fédération française d'équitation. Vous avez une rubrique santé équine. Vous pouvez retrouver tout ça à tête reposée, surtout la présentation d'Alice au départ, qui était très touffue, qui vous a paru peut-être, mais c'est très important, très intéressant. Et vous verrez qu'à tête reposée, vous découvrirez énormément de richesse à l'intérieur. Il me reste à vous remercier d'être venu. Je voudrais également, si vous m'accordez encore quelques instants, remercier nos partenaires. Tout d'abord, le laboratoire BI, comme dirait Richard, qui est très anglophone, Boehringer Ingelheim, sans qui rien ne serait possible, puisque c'est eux qui nous sont un soutien fidèle depuis 17 ans pour organiser cette réunion annuelle. Qu'ils en soient remerciés. L'Association des vétérinaires équins français, que j'ai l'honneur de représenter ici, qui est partenaire et co-organisateur de cette organisation depuis aussi très longtemps. Equitalion, qui nous fait l'immense plaisir de nous recevoir dans des locaux, vous voyez, qui sont confortables et adaptés à ce genre de propositions. La Fédération française d'équitation, parce que grâce à elle, on a un soutien justement sur la communication, la diffusion, le recueil et la retransmission de toutes ces données. L'IFCE, qui nous a fait la grâce et l'honneur de nous prêter Alice pour venir vous présenter ce sujet qui était fondamental et le cadre initial de notre rendez-vous. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne, ou plutôt si, je me rends compte que j'oublie quelqu'un depuis des années. C'est le metteur en scène de ces réunions, mon ami Vincent Herder, que je vous demande d'applaudir, qui est là ce soir, et qui est à mes côtés le responsable de la création, d'abord de l'idée initiale de ces équirencontres, et puis de leur contenu, depuis toutes ces années, avec tous ces gens passionnants et passionnés qui nous font l'honneur et le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous. On vous espère de nouveau avec nous l'année prochaine et à bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.